Je suis professeur émérite à l'Université de Poitiers depuis quelques années maintenant, depuis mon départ à la retraite, et je participe à un certain nombre d'associations, dont Actimatera, dont la RBNA, et je préside également le conseil scientifique de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne pour le Grand Sud-Ouest de la France. Actimatera, c'est un comité scientifique régional, en fait, hein, qui comprend plus de 300 personnes, mais disons avec une vingtaine de pilotes, de membres du comité scientifique. C'est un groupe qui a été créé il y a quelques années maintenant, qui comprend surtout des universitaires, des chercheurs d'organismes de recherche et d'autres structures comme la RBNA d'ailleurs. Et l'objectif, enfin l'enjeu, est d'améliorer les connaissances sur le changement climatique et ses impacts, notamment sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ça se traduit par des activités de publication et de communication au grand public. Son siège est à Bordeaux et son site, si vous voulez voir les réalisations, c'est www.aclimatera en un seul mot, avec 2 C et 2 R.fr. Oui, oui, merci pour cette question parce que c'est très important d'en parler dans la mesure où beaucoup d'études ont été lancées ces dernières années sur l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, en termes de disponibilité et en termes de qualité des eaux. Pas seulement dans le cadre d'Aclimatera, hein, d'une manière générale. Alors, ce qu'on constate depuis quelques décennies, c'est, grâce à ces études qui ont été faites plus récemment, mais sur la base des données qu'on accumule, bien sûr, c'est qu'on a 5 à 10% de diminution des débits des rivières par décennie depuis au moins une vingtaine d'années. Donc faites le calcul, ça veut dire que dans le pire des cas, et encore il y a des régions qui sont encore plus touchées que d'autres, ou des territoires qui sont plus touchés que d'autres en Nouvelle-Aquitaine, ben, en cas moyen, on va dire, ça va être entre 10 et 20% de diminution de débit depuis 20 ans des rivières. Avec parfois également constaté des diminutions des taux de recharge des aquifères. Alors sur quoi on se base? On se base d'une part sur des études qui ont été faites par des bureaux d'études sérieux, mais aussi par des chercheurs, par des laboratoires de recherche. Et on se base aussi sur les études nationales que représente Explore 70, par exemple, au niveau national, ou Garonne 2050, alors non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Un dernier chiffre pour terminer là-dessus, mené par les agences de l'eau, et notamment par l'agence de l'eau à Dour-Garonne, en 2050, il devrait nous manquer 1,2 milliard de mètres cubes d'eau sur les 2 milliards qu'on prélève chaque année. Donc c'est énorme, ça veut dire plus de la moitié. Alors évidemment, on est en train également de travailler sur cette question pour s'adapter, mais on en parlera dans la question suivante ou la question d'après. Bon, vous l'avez vu avec mes chiffres, il va y avoir une disponibilité de l'eau en termes d'hydrologie, c'est-à-dire de mètres cubes dont on a besoin, qui va être sévère dans les années à venir, pour tous les usages. Pour l'usage eau potable, donc ce qu'on appelle l'usage domestique, bien évidemment, même si c'est l'usage prioritaire, qu'on fera toujours passer avant les autres. Pour les milieux naturels, parce que, évidemment, si les cours d'eau ont de moins en moins de débit, sont de plus en plus chauds, hein, il y a aussi l'effet sur la qualité. Il y aura donc de moins en moins d'oxygène pour les milieux naturels, voire des assecs dans les ruisseaux. Donc, il y aura des effets sur le milieu naturel. Je ne rentre pas dans les détails des effets mécanistiques, fondamentaux, académiques sur les phénomènes de toxicité, les phénomènes de reproduction, les phénomènes de bien vivre en fait des milieux naturels. Et il y aura aussi des effets sur les usages industriels, notamment en termes de production énergétique, pour refroidir centrales nucléaires ou pour faire de l'hydroélectricité, et usages agricoles, bien évidemment, au niveau de l'irrigation, puisque l'agriculture, notamment pendant la période d'été, est le consommateur, enfin en termes de consommation et de prélèvement d'ailleurs, le plus important de tous les usages dont je viens de vous parler. Donc on doit s'inquiéter, oui.
D'autant plus que les prévisions climatiques que l'on faisait il y a 10 ans pour la période actuelle, 2020-2030, on va dire, étaient moins pires, si j'ose dire, que celles qu'on constate. Ça veut dire qu'on est en avance au niveau des effets du changement climatique par rapport à ce qu'on prévoyait il y a une dizaine d'années. Et le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir, d'ailleurs, enterrine cette question aussi, cette réponse, plus exactement, pour l'ensemble de la planète. Bon, merci également pour cette question. Alors effectivement, on est focalisé sur l'eau là. Donc oui, je vais répondre sur l'eau, mais la première action, c'est quand même ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique et de ses effets. Et ça, cette action, ça a des effets sur plein de milieux, plein d'usages, et c'est une action qu'on doit mener à l'échelle planétaire. C'est la réduction, ça passe par la réduction des gaz à effet de serre, et pas par autre chose. Donc par des diminutions de la consommation, par des diminutions des méthodes de vie actuelles. Mais pour ce qui concerne l'eau, on parle plutôt d'adaptation. C'est-à-dire comment s'adapter pour les 5, 10, 20 années qui viennent, de façon à ne pas avoir ces déficits dont je parlais tout à l'heure et ces effets sur la qualité. Alors, la première solution, bien sûr, c'est de faire des économies d'eau. Ça, c'est clair. Je ne rentre pas dans les détails. La deuxième solution, c'est de promouvoir ce qu'on appelle les SFN, c'est-à-dire les solutions fondées sur la nature. Je vais en citer quelques-unes. Empêcher le ruissellement d'eau sur des terrains qui sont trop dégarnis de haies, d'arbres, de forêts. Désimperméabiliser les sols dans les zones urbaines ou périurbaines. Voilà, remettre en marche les zones humides qui nécessitent, ce qui joue un rôle également sur la rétention de l'eau. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, sur lesquelles on travaille actuellement, parce que ce n'est pas toujours bien défini et on ne mesure pas toujours exactement l'impact. La troisième solution, c'est de mieux exploiter les stocks existants. Il y a des barrages en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie aussi, dans tout le Grand Sud-Ouest, qui existent, qui sont souvent des soutiens d'étiage, ce qu'on appelle des soutiens d'étiage. Entre la production électrique d'une part, le soutien d'étiage d'autre part, il y a des meilleures exploitations à obtenir. Et il y a des rapports importants qui ont été publiés très très récemment pour gagner quelques centaines de millions de mètres cubes à ce sujet. Et puis il y a les eaux alternatives ou les eaux, les autres types d'eau, comme on ne va pas parler de ressources supplémentaires, mais l'eau de pluie, la réutilisation des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, etc. Mais qui représentent quand même qu'un faible volume. Mais c'est toutes ces actions, évidemment, simultanément, qui vont nous permettre d'essayer de gagner un peu pour diminuer ce déficit d'un milliard 200 millions de mètres cubes dont je parlais tout à l'heure pour le Grand Sud-Ouest de la France. Mais nos estimations montrent qu'on va à peu près compenser la moitié. Mais il restera encore une autre moitié à trouver quelque part. Et à mon avis, même si je suis aussi parfois opposé pour d'autres raisons, il faudra passer par des nouveaux stockages d'eau pour retenir l'eau qui tombe tout compte fait pendant l'hiver, puisque la pluviométrie sera la même dans les 20 ou 30 ans qui viennent, la pluviométrie annuelle, même si sa fréquence sera probablement modifiée. Voilà une partie des solutions.